Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique, une émission entièrement consacrée à la mobilité, plus particulièrement à deux sociétés que sont les TPN et le NST-CM, en compagnie de mes deux invités. Regula Zellweger, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes la présidente du conseil d'administration des NST-CM et Claude Uldry, bonjour à vous également. Bonjour. Vous êtes le président des TPN. Alors, les TPN, NST-CM qui sont au cœur de l'actualité pour plusieurs raisons et notamment pour ces inondations survenues dans le nouveau dépôt atelier. C'était il y a une semaine. En quelques minutes, l'eau est montée à près de 2 mètres dans les sous-sols de ce nouveau bâtiment. Je vous propose de retourner sur les lieux en compagnie d'Emmanuel Laurent, le directeur des TPN NST-CM. Il faisait le bilan mercredi dernier. Pour de vrai, ce que je me suis dit, c'est pas très poli. Et merde. La nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 19h, se sont abattues des précipitations diluviennes. On parle de 16 jours de pluie en 30 minutes, essentiellement concentrés sur la plaine de l'As, où nous sommes actuellement, et donc sur le dépôt administratif et technique d'Union Saint-Sergue. L'eau s'est accumulée dans les champs autour et montée assez vite. On parle de 50 litres d'eau au mètre carré, donc absolument incroyable. L'eau s'est engouffrée dans nos installations et a inondé la totalité du sous-sol de ce bâtiment. Dans les sous-sols, on est à 1,80 m et à certains endroits où on est en plancher technique, on est à plus de 2 mètres de submersion de l'eau. On a retrouvé dans les débris une porte de 2 tonnes pratiquement pliée en deux par la violence de l'eau, des matériels qui ont été renversés, des matériels de plusieurs centaines de kilos. Donc la violence, l'impact du choc a été phénoménal sur une eau chargée des boues de l'environnement autour. Donc très violent, très sale, très contraignant et parfaitement inarrêtable. Alors le sous-sol du bâtiment dans lequel nous sommes, c'est le centre névralgique, c'est l'informatique, la signalisation, c'est le chauffage, donc c'est vraiment tout ce qui permet au bâtiment de fonctionner et de vivre. Aujourd'hui, toutes ces installations sont à l'arrêt et une grosse problématique de nettoyage, d'enlevage des boues et de démontage à venir. On n'a pas fini de pomper, ça fait 36 heures de pompage. Encore certainement 24 à 36 heures pour avoir un nettoyage complet et pour pouvoir investiguer et aller voir ce qui doit être fait dans les heures et les jours qui viennent. Première installation touchée et mise en sécurité, c'est la signalisation et les enclenchements, ce qui explique la fermeture de la ligne de train entre Nyon et Trélé et le remplacement par des bus des transports publics de Nyon. Deuxième équipement, l'alimentation globale du bâtiment, les transformateurs, les batteries qui ont été touchées, qui sont en sécurité, chauffage, nettoyage, installation de tours en fosse, maintenance des installations, tout est à revoir dans les jours qui viennent. Sur tous nos équipements techniques, électriques, les équipes sont à pied d'œuvre. Une partie des équipes est en train de recenser et de regarder ce qui va être réutilisable ou pas, et l'autre partie est en contact avec nos fournisseurs et partenaires pour commander et préparer le futur de la ligne et vite réouvrir la ligne de train et préparer le déménagement. On devait déménager la semaine prochaine dans ce bâtiment. Pour le moment, il n'y a pas d'électricité dans le dépôt, donc on a arrêté les travaux. La priorisation des travaux aujourd'hui, c'est la remise en état des installations de signalisation. Ça, c'est la première chose pour que les clients retrouvent un confort de voyage en train normal. Et on reprend les travaux, on réalimente, on reprend les travaux dans les étages. Et maintenant, l'idée, c'est de retrouver une date de déménagement et de faire entrer des équipes dans ce bâtiment. Aujourd'hui, notre sentiment, le sentiment des équipes, c'est 3 choses. Déception, parce qu'on est déçu de ne pas pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Et il y a eu un travail énorme et un engagement incroyable d'Union Saint-Sergue et des TPN pour le mettre en œuvre. Deuxième, fierté, c'est notre fierté à nous d'avoir réussi ce pari et de voir tout le travail fait depuis dimanche soir. Moi, je suis très fier de mes équipes. Et détermination à rentrer dans le bâtiment, à remettre en route les trains normaux entre Nyon et Trélé. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que nous avons aussi beaucoup de chance. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de dommages irrémédiables. On va s'en sortir et on va reprendre une vie normale. Regula Zellweger, vous aussi, quand vous avez été mise au courant de la situation, vous êtes dit, comme Emmanuel Laurent, et merde. Oui, on ne peut pas ménager les mots. Quand je l'ai appris dimanche tard dans la soirée, ce qui s'était passé, évidemment, sans savoir exactement les ampleurs des dégâts. Au début, on s'est dit, on a déjà eu un incident en 2023, on s'est dit, ok, ça va aller. On tient à ce petit brin d'espoir que tout allait s'arranger, que le déménagement qui était prévu pour le 24 juin prochain, allait malgré tout avoir lieu. Non, la déception et la frustration de lundi matin étaient bien présentes. Et puis, oui, merde.
Et vous, Claude Huldry, quand vous avez été mis au courant de la situation, quelle a été votre réaction ? Oui, c'est vrai que c'est une situation exceptionnelle. Heureusement, j'espère qu'elle ne se reproduira pas d'ici plusieurs années, avant plusieurs années. Par contre, les TPN sont moins touchés. Le déménagement était bien entendu important. Néanmoins, comme l'a dit aussi le directeur, nous avons pu pallier au manque du train entre Trélé et Nyon grâce au bus des TPN et à un partenaire privé. Et ça, c'était le plus important pour les citoyens et puis ceux qui utilisent cette ligne de train. Voilà, que le service soit assuré. Alors, nous sommes une semaine après ces inondations, Regula Zellweger. Quel est le bilan ? Est-ce qu'on s'approche d'un bilan définitif ? On s'approche gentiment à un bilan définitif. Tous les paramètres sont connus dès demain. Demain et mercredi. Le bilan est lourd. Le bilan est très lourd. Excusez-moi. On a, heureusement, comme le directeur l'a dit, aucune personne, aucune blessure à déplorer. Par contre, au niveau des infrastructures, c'est lourd. Alors, le bâtiment administratif n'a pas été touché. Malgré tout, avant que tout soit sécurisé, on n'a entré personne. Donc, comme je l'ai dit auparavant, le déménagement n'aura pas lieu le 24. Maintenant, à voir à quelle rapidité, quelle vitesse nous pouvons remplacer toute l'informatique, tout le système de signalisation sur lequel on ne peut pas travailler sur une ligne de train, vous en doutez bien. Donc à partir de demain, mercredi, on saura du quoi, comment. Je salue ici vraiment la collaboration avec les TPN qui ont pris le relais pour remplacer le train depuis les premières heures des intempéries. Alors justement, cette collaboration, on va en parler puisque ces inondations tombent mal. C'est juste au moment où vous faites le tour des communes et des actionnaires pour présenter la future entité qui verra les TPN et les NSTCN fusionner. Mais tout de même, la première question qu'on se dit, c'est déjà quoi, la deuxième ou troisième inondation sur le site ? La deuxième. La deuxième, qu'est-ce qui a été fait pour parer à ces risques ? Alors après le premier événement en 2023, le système de défense a été augmenté, les pompes d'eau, ainsi de suite. Maintenant, une évaluation est en cours pourquoi, comment, l'endroit, les dangers futurs et comment on peut pallier pour qu'un tel événement ne se reproduise pas. Alors justement, qu'est-ce qui va être fait ? Comment on peut améliorer la sécurité de ce site face à ces inondations ? Alors là, je vous reviendrai après les résultats des évaluations. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas ingénieure, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais cette évaluation étant en cours, j'ai de forts espoirs d'avoir des pistes concrètes et durables. On peut quand même se poser la question, parce qu'effectivement, c'est tout le matériel électronique, la signalisation qui a été touchée, toute l'âme de ce dépôt d'un point de vue d'ordinateur, de connectique. Pourquoi du matériel aussi sensible a-t-il été entreposé au sous-sol, alors qu'on sait que ce lieu est un ancien marais et qu'il est sujet aux inondations ? C'est beaucoup de petites pièces de puzzle qui font finalement pourquoi on en arrive là. L'analyse, le résultat de l'analyse, je ne l'ai pas au jour d'aujourd'hui. Évidemment, toutes ces questions-là, nous les posons aussi. Donc, à voir ce que les analyses nous disent. Alors, je précise que vous êtes arrivé à la tête des NSTCM il y a à peu près un an, en 2023. Vous étiez auparavant membre du conseil d'administration depuis, sauf erreur, 2021. Claude Huldry, vous avez une histoire beaucoup plus longue avec ces deux entreprises. Il n'y a pas eu de signaux d'alarme quant à ces possibles inondations en amont au sein de l'entreprise ? Non, effectivement, vous avez raison. Le premier signal d'alarme, c'était 2023. Il y a eu des événements, mais qui étaient liés au chantier, qui n'étaient pas liés à la nature du terrain, comme vous l'avez évoqué, un marais. Simplement, lors de la pose d'un socle pour une grue, il y a une poche qui a été percée, mais ça a été résolu à satisfaction. Cette eau, maintenant, va dans l'Ars, et il n'y a pas eu de signe avant-coureur, finalement. Il
n'y a pas eu d'assistance au maître d'ouvrage Oui, bien sûr. Alors effectivement, l'OFT et la DGMR accordent toute la surveillance possible sur un chantier comme ceci. Hein. Nous avons effectivement un BAMO, bureau d'assistance à maître de l'ouvrage, qui nous a accompagnés, plus bien entendu tous les spécialistes qui sont nécessaires pour la création d'un tel bâtiment, c'est-à-dire des architectes, des ingénieurs civils. Des sondages ont été faits sur le terrain bien en amont du choix de la parcelle. Oui, mais cette parcelle, pourquoi avoir fait ce choix finalement? Alors évidemment, on est plus intelligent après, mais il me semble que les signaux étaient déjà là. Du côté de Trélay, on disait qu'il y avait des risques d'inondation, que ce n'était pas le terrain idéal. Alors, je pense que Mme Zellweger a répondu à cette question en disant « nous ne sommes pas ingénieurs », c'est-à-dire que nous avons écouté les ingénieurs, tout comme la Confédération a écouté les ingénieurs dans le choix de la parcelle. Il y avait, mais là je n'étais pas encore au conseil d'administration, mais il y avait semble-t-il 3 parcelles qui avaient été évoquées, et celle qui a été choisie non pas par seulement le Nyons-Saint-Sergue, mais par l'accord de la DGMR qui travaille pour l'OFT, c'était cette parcelle-là. Donc on peut partir du principe que les choix d'ingénieurs avaient été justifiés et bien faits. Voilà, faire confiance aux professionnels et hasard du calendrier, la veille, enfin l'avant-veille plutôt, le vendredi précédent ces inondations, la presse était conviée à une visite de chantier de ce dépôt atelier qui devait donc réunir le personnel administratif des TPN et des NSTCM ainsi que les ateliers du train. Nous y étions, voilà à quoi devait ressembler ou à quoi doit ressembler ce dépôt une fois terminé. Alors ici, on se trouve dans le futur centre névralgique du Nyons-Saint-Sergue-Morée-la-Cure, le dépôt atelier administratif de Trélay. Vous voyez, on est en fin de finition, on est presque sur l'ouverture. Alors ici, on va accueillir tous les collaborateurs du Nyons-Saint-Sergue qui travaillent directement sur la maintenance des rames, sur la signalisation, sur la voie ferrée, et puis aussi tous les services administratifs, les fonctions support, les ingénieurs, les services techniques, on regroupe tout sur un seul et même endroit moderne. Alors le Nyons-Saint-Sergue, en quelques chiffres, c'est presque 30 km de voie ferrée. On vient d'en rajouter 3 juste sur le site, c'est 3 km de voie de garage. On a 100 collaborateurs, la moitié sont des conducteurs, mécaniciens de locomotive, et puis encore une quinzaine ou une vingtaine qui sont les mainteneurs des rames, mainteneurs de la voie, mainteneurs des IS. Et puis ces services administratifs, fonctions support, partagés entre Nyons-Saint-Sergue et TPN. Ici, on va entretenir 10 rames Stedler flambant neuves. Donc les 10 rames vont pouvoir rentrer sur ces 6 voies de garage et sur les voies que vous avez dehors. Pour assurer la production de notre offre de transport tous les jours sur la ligne, on a besoin d'avoir des rames en parfait état. Donc il y a un point qui est très important ici, c'est ce qu'on appelle le tour en fosse. On va pouvoir reprofiler directement sur les rames les bandages des roues, des locomotives et des rames du Nyons-Saint-Sergue. Pour vous, ça peut paraître rien, mais on va faire en quelques heures ce qu'on mettait plusieurs semaines à faire. Le deuxième endroit très important, c'est la cabine de peinture qui va nous permettre de traiter des rames entières, de les pelliculer, puis peut-être aussi d'envisager des partenariats avec d'autres compagnies ferroviaires pour pouvoir utiliser en Romandie ce magnifique outil de travail. Cet atelier, il est dimensionné pour au maximum accueillir une rame telle qu'elle est aujourd'hui, même un tout petit peu plus, puis aussi démonter des pièces, certaines pièces, par exemple des essieux, les amener et les repeindre entièrement. Donc pour nous, ça évite de la manutention, ça évite du transport, on fait tout sur site, c'est un vrai grand progrès. Et puis il y a un dernier point ici dans les sous-sols, c'est on va dire le cerveau qui pilote les voies, qui les commande entre Nyons et Trélay. Puis au-delà, c'est la signalisation, les enclenchements. Vous voyez, c'est ces feux qui vont guider et cadencer les trains. Le budget initial du dépôt atelier, c'est 64 millions de francs, budget donné avant le début des travaux en 2018. Alors je vous dirai les montants définitifs quand tout sera terminé. Vous savez, on a eu la crise du Covid, début des travaux 2019, le Covid, on a eu des sujets d'infiltration d'eau qui ont été largement connus, donc on a des sujets avec des assurances, donc il est extrêmement tôt pour donner un coût final. Une évaluation aujourd'hui, elle serait fausse, et à mon avis c'est trop tôt. Dans quelques mois, on y verra plus clair. Maintenant, il va falloir que notre voie ferrée, qui est une voie ferrée assez ancienne à certains endroits, on la modernise, on la rajeunit, c'est les travaux qui sont engagés, et on part pour une dizaine d'années de travaux sur le rail, sur la voie, les gares, réélever les quais, mettre aux normes handicapées. On a pratiquement 300 millions de francs d'investissement dans les 10 ans à venir. Donc une fois qu'on a ces nouvelles installations, à un moment, on va pouvoir logiquement se poser la question du cadencement. Est-ce qu'on peut augmenter la cadence, augmenter le nombre de trains, réinvestir? Et ça, on a une énorme confiance dans nos partenaires, Confédération, État de Vaud, les communes,
les partenaires qui nous soutiennent. Donc oui, moi je suis très confiant, le Nyons-Saint-Cergue est amené à se développer. La voie ferrée du Nyons-Saint-Cergue, pour le moment, elle s'arrête à la Cure. Je vais vous donner un petit scoop, les derniers mètres, je pense même qu'ils sont un petit peu sur le territoire français. Je suis persuadé qu'à un moment, on va devoir se dire, est-ce qu'on retourne de l'autre côté et se dire peut-être après 2035, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à aller au-delà et à réouvrir plus loin, comme l'était la voie jusqu'à Morée? Mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de nos amis en France voisine. Alors vous voyez, on est le 7 juin, dans 17 jours, 24 juin au matin, la totalité des administratifs, des ingénieurs et des techniciens sont réunis dans le dépôt et le travail commence. En fait, il a déjà commencé. Au moment où on se parle, les formations sur les équipements techniques se font avec les mécaniciens et les mainteneurs des locomotives. Alors Emmanuel Neurand nous dit plein de choses très intéressantes dans ce reportage. Premier point, le budget avant travaux, 64 millions de francs. On n'arrive toujours pas à estimer le coût total de ce dépôt atelier. C'est exact, surtout pas après ce qui vient de se passer. Donc, n'importe quel chiffre sera extrêmement approximatif. Donc, je m'abstiens. Mais avant inondation, quand même, on doit bien avoir une idée à peu près du budget qui doit être consacré à ça. Il faut quand même ensuite trouver le financement pour ces dépassements. Il n'y a pas une fourchette de prix. Personne n'en parle au niveau du conseil d'administration. Bien sûr, on en parle, mais encore une fois, comme notre directeur l'a dit, ça reste approximatif. Ce financement qui est aussi assuré par l'Office fédéral des transports, il y a une augmentation des prix, comme de toute construction qui a subi en Europe, en tous les cas. 20%, 30%, les chiffres définitifs nous le diront. Claude Huldry, on a l'habitude de vous avoir. Je rappelle que vous êtes municipal en charge des finances de la ville de Nyon. Vous dites toujours sur un préavis, c'est plus ou moins 15% du budget final. Là, en partant de cela et de ce que vient de nous dire Madame Zellweger, vous-même, vous n'avez pas d'idée sur le coût final de ce dépôt atelier? Alors les plus ou moins 15%, ça dépend à quel stade ils sont. Normalement, quand on sort d'un concours ou d'un mandat d'études parallèles, on est à plus ou moins 30 parce qu'on connaît plus ou moins que les mètres cubes. Et plus on va en amont dans le projet, c'est-à-dire quand on a déposé le crédit d'études, on va être à la fin du crédit d'études pour déposer le crédit de réalisation à plus ou moins 10% selon la typologie du bâtiment. Si c'est un bâtiment à rénover, un bâtiment historique, on sera plus ou moins 15. Si c'est un bâtiment neuf, à plus ou moins 5 ou 6%. Dans ce cadre précis. Dans ce cadre précis, j'allais venir, je vous rassure, j'allais répondre à votre question. Dans ce cadre précis, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début du projet, puisque je l'ai suivi pratiquement depuis le début de sa réalisation et non pas des crédits d'études, on a quand même eu des demandes supplémentaires de l'OFT. Typiquement, tout ce qui est signalisation, aujourd'hui est géré à Saint-Cergue pour les trains, et pour les bus, c'est géré à Glon. Le regroupement de ces deux entités n'était pas prévu au début du projet. De même, la signalisation pour le train n'était pas prévue de revenir entièrement à Nyon. En termes de sécurité aussi, passage à niveau par exemple au droit du bâtiment, c'était pas prévu de le dédoubler. Donc il y a certains éléments comme ça qui seront payés. C'était aussi la question que vous posiez, qui seront de toute façon payés par l'OFT parce que c'est des demandes spécifiques et ajoutées au projet de la construction du bâtiment qui, elles, ne font pas de soucis en termes de paiement. Oui, mais je suis tout de même un petit peu étonné qu'on ne sache pas, nous sommes en Suisse, un pays qui sait compter, qu'on ne sache pas à peu près dans quelle fourchette se situe le budget de fin de ces travaux. Alors, je vais continuer à répondre, si vous le permettez. Quand on a un budget qui est accordé par un conseil communal, on sait qu'on doit s'y tenir. Parce qu'après, il faut retourner au conseil communal et ça, c'est plus compliqué. Ici, je répète, quand on a des demandes supplémentaires de l'OFT, on sait qu'elles seront payées par l'OFT via la DGMR. Dans ce projet-là, vous l'avez dit tout à l'heure, ou notre président du Nyons-Saint-Cergue l'a dit, on le sait, 19% d'augmentation sur les matériaux suite au Covid et puis à tout ce qui s'est passé dans le monde. Ça, c'est un chiffre qui est clair. C'est 19%, on a exactement les mêmes chiffres. C'est des normes SIA qui sont à respecter aussi par des entités comme le Conseil, comme le Nyons-Saint-Cergue ou les TPN, voire même l'armée. Donc, c'est des 19% qui sont contractuels. Mais ce n'est pas 19% sur tout le bâtiment, qu'on soit bien d'accord. C'est sur une partie des matériaux, par exemple, ou une partie des mandataires.
Mais maintenant, le chiffre définitif, il est difficile à donner aujourd'hui, hein, parce que bon, y a les aléas de tout ce qui vient se passer. Si je vous disais aujourd'hui, on va terminer à 78 millions, ce qui était à peu près le but initial, hein, peut-être que demain, on sera à 83 ou 84. Mais après, restera la part de ce qu'on va payer les assurances, qui viendra en déduction, bien entendu, de ce montant. D'accord. Si l'on écoute encore Emmanuel Laurent, on voit un magnifique outil de travail. Est-ce qu'il est bien dimensionné? Je pense notamment à cette halle de peinture hein, qui est magnifique, dont on nous dit qu'elle va accueillir des rames, éventuellement des concurrents, qu'elle va permettre de floquer les rames actuelles. Mais comment faire venir ces concurrents? Comment les faire payer pour repeindre ces trains alors que finalement, et sauf erreur, il n'y a que la route qui permet d'amener ces rames? C'est une bonne question que je me suis également posée. Comment va-t-on faire donc? C'est notre direction, nos employés qui sont en train de collaborer, chercher la collaboration avec d'autres compagnies pour organiser ces déménagements, si j'ose dire, des rames pour la peinture. Sur le dimensionnement, c'est pas le conseil d'administration qui va dire il faut plus grand, plus petit. C'est encore une fois, c'est des ingénieurs et les spécialistes, les experts qui ont défini la taille et les nécessités de ce dépôt. D'accord, donc pour vous, il est bien dimensionné, d'après ce qu'on vous a dit en tout cas. Oui. D'accord. On parle désormais de 300 millions de francs sur 10 ans hein, d'investissement pour le NSTCM. Alors on l'a compris, hein, c'est pour remettre aux normes, notamment permettre les personnes l'accès des rames aux personnes à mobilité réduite. Comment va-t-on financer ces 300 millions de francs sur les 10 prochaines années ? Alors, c'est évidemment, on est en collaboration avec la DGMR ou la Confédération via la DGMR, donc la DGMR qui est l'État de Vaud. Et puis, ce sont des travaux qui sont, comme le directeur l'a dit, échelonnés sur les 10 ans. Donc, c'est évidemment aussi le financement est par étapes. Vous l'avez dit, pour être en norme avec cette loi LHAND, comme on l'appelle, la loi pour l'égalité des personnes handicapées, mais il n'y a pas que ça. Donc, tout ça, ça engendre évidemment beaucoup d'exigences auxquelles on doit en tenir compte. Il y a toutes les gares successivement qui vont être faites. Il y a des voies sous-voies, des passages sous-voies qui doivent être créés, là où il y a plusieurs voies, il y a juste une voie. Il y a les accès qui doivent être sécurisés, et après un travail qui est régulier, qui n'est pas nouveau, mais qui est régulier, qui doit aussi s'intensifier, c'est de remplacer, par exemple, des bouts de rails. Tous ces travaux-là qui nous aident à pérenniser notre ligne. Alors, il y aura forcément une part communale. Hein. Est-ce que les communes ont les capacités financières de bourse déliées pour participer à ces travaux? Je dirais oui, il faut que... Ça, c'est toute la structure telle qu'elle est en place avec la part de la région et des communes qui... Alors, vous êtes syndic de Givrin. Givrin a la capacité financière de participer à ces travaux? Chaque commune va devoir faire en sorte que la mobilité est extrêmement importante dans notre région. Donc, on est toute commune favorable à participer à ce tissu de mobilité, oui. Pour Nyon, il va falloir mettre beaucoup d'argent. Vous êtes le point de départ de ce train rouge, ou le point d'arrivée également. Est-ce qu'on a déjà estimé le montant des travaux qui devraient être dévolus dans cette part d'investissement à Nyon? Pour répondre à votre question, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut savoir si on parle du Nyon-Saint-Siague ou des TPN. Effectivement, tous les investissements du train, dans la Suisse entière, finalement, sont payés par ce qu'on appelle l'infra, c'est-à-dire
les fameux fonds Fortier-Fortat qui ont été créés au niveau de la Confédération. Avant, il y avait de l'argent qui provenait d'autres sources, mais on a des fonds qui alimentent ce genre d'infrastructures, et typiquement, le dépôt ne sera pas payé par les communes. Ça, c'est très clair. Alors, on ne parle pas du dépôt, on parle des investissements. Par contre, c'est effectivement... alors, les 300 000 francs, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Hein. Les 300 000 francs sont payés, entre guillemets, par l'OFT. 300 millions, pardon, sont payés par l'OFT au niveau du train. Par contre, au niveau des bus, effectivement, là, on devra avoir recours à la région ou aux communes. Je m'explique. Si un jour, et je pense, je l'appelle de mes voeux, on arrive à faire la décarbonatation de nos bus, c'est-à-dire avoir des bus qui soient électriques ou à hydrogène, mais qui fonctionnent d'une autre manière qu'avec le diesel, ça veut dire qu'on devra faire un investissement assez lourd sur les bus. Aujourd'hui, un bus électrique coûte largement le double qu'un bus diesel. Par contre, il faudra aussi réfléchir aux 2 dépôts. Nous avons 2 dépôts, un à Gland et un à Nyon, qui ne sont absolument pas équipés pour traiter la maintenance de nos nouveaux bus électriques, quels qu'ils soient. Parce qu'il y a encore plusieurs modèles de bus électriques. On le voit à Genève ou à Lausanne, où il y a le bus à trolley, il y a le bus totalement électrique, et puis il y a encore un mix entre l'hydrogène et l'électrique sur des bus. Ça, c'est peut-être la solution d'avenir. Vous avez déjà estimé justement le coût des investissements futurs. On entend 300 millions pour le NSTCM. Pour le bus, quelle serait l'enveloppe dévolue? Alors aujourd'hui, ce n'est pas possible de les estimer dans le sens où on en est à la genèse du projet. Donc il faut d'abord choisir la solution du bus électrique. C'est-à-dire, si on choisit un bus à trolley, je ne le pense pas, je ne vous cache pas, parce que nos lignes seraient à ce moment-là définies et statiques. Ça veut dire que si on devrait tout d'un coup changer d'emplacement pour aller desservir la RIP, on ne pourrait pas. Mais ça serait un tout autre investissement qu'un simple bus électrique. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait en termes de bus électrique, c'est qu'actuellement, avec la technologie qui existe, le bus coûte le double, c'est-à-dire à peu près 830 000 francs contre 400 000 francs aujourd'hui. Et on sait aussi que pour faire la même desserte, il faudrait 3 bus, c'est-à-dire 3 chauffeurs au lieu d'un. Mais ces chiffres sont à affiner. Par contre, au niveau du dépôt, effectivement, là encore, c'est l'inconnu. Est-ce qu'on va équiper un seul dépôt pour des bus électriques ou est-ce qu'on va faire plus qu'un dépôt au lieu de 2? Ça, c'est encore une inconnue qui est au balbutiement de l'étude. Alors, je rappelle que vos compagnies respectives, par exemple pour les TPN, c'est 21 communes desservies et ça représente 3,3 millions de voyageurs. Pour le NSTCM, c'est 7 communes desservies pour 1,27 million de voyageurs. Ce sont les chiffres du rapport de gestion 2022. Il y a une question qui est simple, parce que maintenant on va parler de ce rapprochement de vos 2 entreprises et de la fusion qui est en route. C'est qui détient qui, parce que là il y a une énorme subtilité. Quel est l'actionnariat de ces 2 entreprises? On commence par Claude Huldry. Oui, c'est assez simple à définir pour ne pas rentrer dans le détail. On a la Confédération et l'OFT qui a mis à peu près les 75% de l'actionnariat dans les années 1900. Ensuite, on a 15% qui appartiennent aux communes, c'est-à-dire toutes les communes qui touchent la ligne, mais aussi certaines communes qui, à l'époque, avaient pris des actions. Et puis, les 10 derniers pourcents, c'est de l'actionnariat privé, c'est-à-dire des privés. Moi, je représente, par exemple, les privés pour les TPN. D'accord. Pour les TPN, c'est encore plus simple. Il y a 230 actions, elles appartiennent toutes aux Union Saint-Sergue. D'accord. Alors, Régula Zellweger, est-ce qu'on pourrait dire finalement que les bus appartiennent au train, mais ce sont les bus qui ramènent l'argent dans la caisse commune de ces 2 entreprises? C'est un peu simplifié comme conclusion, mais oui, il y a beaucoup plus de voyageurs dans le bus, c'est évident, vu le tissu des lignes de bus. Le train, il est figé, les rails, vous ne les déplacez pas à souhait. Même que monsieur le directeur a dit tout à l'heure qu'il y a un petit espoir ou un souhait ou un vœu qu'un jour on pourrait rallonger la ligne, mais ça c'est encore futur. Mais oui, le bus, il a beaucoup plus de possibilités de mobilité que le train. C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans NSTCM, il y a Moret, la ligne s'arrête à la Cure, c'est réaliste d'imaginer de rallonger cette voie du train jusqu'à Moret, voire les Rousses.
Le futur nous le dira. Effectivement, cette ligne a eu existé, elle n'existe plus pour des raisons qui appartiennent aux personnes qui ont pris la décision dans le temps. Oui, tout est possible quand on y travaille, on veut, mais après, il y a nos amis français, la politique française, on la connaît, elle est ce qu'elle est, et puis c'est l'avenir qui nous montrera. Mais évidemment, l'idée serait géniale de pouvoir étendre cette ligne, aussi pour soulager les routes, aussi pour soulager le transport de frontaliers. Alors, le fait que finalement, en schématisant, le bus fasse tourner le train, est-ce que le fait de développer, d'avoir ce gros programme d'investissement dans le train, ça empêche finalement le développement régional du bus? Non. Je suis absolument contre le fait qu'on oppose la route au rail. On a besoin des deux. C'est un tissu commun que, avec l'avenir, avec la fusion des deux compagnies, c'est le signal que nous voulons travailler ensemble. Évidemment, encore une fois, le train, il est figé, le train, il est fixe, et le bus peut s'articuler autour pour que le tissu soit optimal pour les usagers et les usagères. Claude Huldry, est-ce qu'en investissant dans le train, on empêche le développement des lignes régionales de bus? Non, pas du tout, parce que, comme j'ai essayé de l'expliquer, mais peut-être je n'ai pas été clair, les financements sont différents entre le bus et le train. L'OFT va financer toute la partie infrastructure du train, y compris par exemple les nouvelles rames Stadler, qui ne sont pas financées par les communes ou par les fameux 10% d'actionnaires privés, bien entendu, où ils ont mis de l'argent au début, ils n'en remettent plus pour le fonctionnement. Par contre, les bus, pour pouvoir se développer, auront besoin de la région. Ça, il faut être très clair. On a déjà eu la chance de bénéficier d'un programme régional il y a quelques années, les fameux 35 francs, 5 francs par habitant sur plusieurs années. Et puis maintenant, la région a fait aussi un geste de pratiquement 10 millions concernant le transport public sur pneus. Et ça, c'est un élément très important. Les villes de Nyon, la ville de Nyon et la commune de Prangin, avec les lignes urbaines 801 et 805, sont aussi un acteur qu'il faudra motiver dans la décarbonatation. C'est très clair. Mais je pense aussi que le canton devra être motivé pour cette décarbonatation, autrement on n'y arrivera pas. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que deux compagnies vont fusionner dans une fusion simple, mais les comptabilités resteront quand même séparées. Parce que jamais l'OFT ne payera ce qu'elle ne doit pas payer pour les bus, par exemple. Elle paye une partie, principalement sur les bus suburbains, mais elle ne payera jamais plus qu'aujourd'hui pour la partie des bus. Donc la comptabilité restera différenciée, l'un n'empêche pas l'autre. Alors cette fusion, on va en reparler tout de suite, mais les TPN sont souvent des prestataires, ils répondent, on va le dire, à un appel d'offres de certaines communes. Qu'est-ce qui se passerait si ces communes choisissaient un autre prestataire que les TPN ? Alors c'est clair que c'est quelque chose qui pourrait arriver, et je pense que l'idée de la fusion qui a commencé il y a 6-7 ans, si vous avez remarqué, les deux logos ont déjà été faits pour être fusionnés il y a 6-7 ans, quand on a reçu les premières rames Stadler, pour pouvoir équiper ces rames Stadler de nouveaux logos. Mais là, le fait d'intégrer, d'avoir une compagnie, on va dire comme ça, une compagnie qui est plus grande, qu'elle soit train ou bus, mais c'est un renforcement quand même pour effectivement que les TPN ne disparaissent pas avec un risque hypothétique que les lignes urbaines soient remises au TPG ou à Travis, par exemple. Alors là, mais l'appel d'offres reste une réalité qu'on va devoir peut-être un jour assumer. Le train peut se passer de la route ? Non. Non, encore une fois, c'est un tout, c'est un réseau de mobilité pour notre population qui est primordial. Et donc, le train ne peut pas se passer de la route ne peut pas se passer du rail. Alors justement, vous venez de le dire, un réseau de mobilité. Alors il se trouve que cette zone nyonnaise est sur le réseau Mobilis, donc sur le réseau vaudois. Pourtant, les gens de la région travaillent le plus clairement à Genève et ce réseau n'est pas connecté à Uniréseau, donc le réseau genevois. Est-ce que ça, c'est un des projets politiques de cette future compagnie de connecter finalement au réseau genevois et au réseau vaudois, à Mobilis et à Uniréseau?
Alors que ce soit maintenant les deux compagnies, le TPN et Nyon-Saint-Cergue, et puis la future compagnie fusionnée, nous n'avons pas vraiment l'influence sur Mobilis. Nous sommes soumis à la tarification et la gestion de Mobilis. Il y a sur toute la Suisse, ça s'appelle Swisspass. Après, chaque canton a son réseau, comme Uniréseau, vous venez de le mentionner, et Mobilis dans le canton de Vaud. Pour l'usager, il ne voit rien. C'est-à-dire, si vous prenez un billet pour aller à Genève, sur l'application ou même encore à l'automate, vous tapez la destination, vous ne voyez rien. Donc, cette collaboration, elle a déjà lieu entre Uniréseau, Mobilis et toutes les autres prestataires cantonales. Donc, ça, ce n'est pas la politique directe de la compagnie. Voilà, alors on va parler maintenant de cette fameuse fusion. Sauf erreur, il y a eu 3 rencontres avec les communes concernées concernant justement cette future fusion qui mène ce projet de fusion au sein de vos 2 compagnies. Je pense, encore une fois, quand on parle de fusion, c'est un ensemble, c'est une collaboration. Donc, c'est une décision qui était entérinée dès 2021 dans les 2 conseils d'administration, TPN et Nyon-Saint-Cergue. Nous avons créé une commission fusion en interne qui est composée de membres de TPN, de conseil d'administration TPN et de même de Nyon-Saint-Cergue, avec un chef de projet qui pilote, qui fait le lien avec des bureaux d'avocats spécialisés dans des fusions. Alors l'objectif, c'est de présenter le futur conseil d'administration. Qui sera dans ce board, Claude Huldry? Vous dites qui sera dans le prochain conseil d'administration. Exactement. Alors ça, nul ne le sait. Hein. Nous, la commission de fusion, ce qu'on doit amener devant nos 2 conseils d'administration respectifs, c'est des nouveaux statuts. Alors ça, le conseil d'administration, sa composition, sa gouvernance en fait partie, des nouveaux statuts qui devront être acceptés par les 2 conseils d'administration dans une assemblée générale. Mais comme l'Assemblée générale des TPN, c'est un représentant d'Union Saint-Cergue, je pense que ça ne sera pas une complication. En tout cas, pas une montre à complication. Après, pour l'Union Saint-Cergue, effectivement, il y aura une assemblée générale. Et là, on peut partir du principe quand même que si les propositions de la commission de fusion adhèrent à la DGMR, à l'OFT, ça sera aussi accepté puisqu'ils ont 75% de la représentation. Mais est-ce que dans ce futur conseil d'administration qui réunira les 2 entités, par exemple, la région sera représentée, elle qui a quand même un fonds transport public et qui est justement chargée de la gouvernance des transports publics dans le district de Nyon? Alors, comme M. Huldry vient de le mentionner, nul ne le saura. Pour l'instant, on est à la phase projet. C'est le projet qui a été présenté aux communes présentes lors des 3 séances que vous mentionniez tout à l'heure. Dans notre vœu ou dans notre proposition, qui n'est pas encore validée par les conseils d'administration des 2 compagnies, qui devra l'être, il y a le vœu qu'un représentant de la région sera présent. Oui. Ce projet, c'est lequel dans les grandes lignes finalement? Le projet que vous présentez aux communes, qu'est-ce que vous leur dites à ces communes? Alors, les communes sont informées de ce projet de fusion par rapport à l'état actuel, le pourquoi, comment une fusion, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, et puis le projet de composition du conseil d'administration, lequel les conseils d'administration doivent valider, et par la suite, avant la fin de l'année, bien évidemment, l'Assemblée générale des actionnaires. Cette fusion aura-t-elle toujours lieu au 1er janvier 2025 ? C'est prévu. Quelles sont les autres dates de cet agenda, de ce calendrier? Pour la fusion, donc, comme on vient de le dire, il y a les 2 conseils d'administration qui doivent voter sur la composition les démarches finaux de cette fusion, la composition du conseil d'administration, afin que ça puisse être proposé à l'Assemblée générale qui aura lieu en fin 3e semestre ou dernier mois de l'année. Dans le développement du rail et du train, il y a tout un aspect émotionnel. Les gens sont très attachés au train rouge, hein, comme on l'appelle. Comment vous, en tant que président de ces 2 entités, du bus et du train, vous voyez cet attachement à la région, de la région au train rouge ou au bus, et qu'est-ce que vous en pensez?
Alors l'attachement, il reste identique. On le voit aussi au sein des collaborateurs et collaboratrices qui ont, et j'aimerais encore le souligner, fait un travail exceptionnel vu les circonstances des derniers jours que j'ai vues de manière très claire, émotionnelle, comment ils étaient impactés justement par leur train rouge. Ils s'identifient avec cette compagnie. Alors je souligne que, et pour les collaborateurs et collaboratrices, rien ne change. L'usager non plus, il ne verra pas visuellement qu'il y a quelque chose qui a changé. Les deux noms vont rester, TPN et Nyon Sarcergues, afin de préserver l'image qui a tellement marqué ou qui marque notre région. Pas de changement de logo, pas de changement de nom pour cette fusion? Non. Claude Uldry, sur cet attachement émotionnel au train rouge? Alors je pense que vous avez tout à fait raison et c'est pour ça que pour moi il était important qu'on fasse cette information à toutes les communes desservies par le train ou les bus. Il y a 29 communes qui sont desservies par les bus et puis il y en a 6, si on comprend Nyon, qui sont desservies par le train. L'attachement émotionnel au petit train rouge, déjà en 76, on l'a vu quand la Confédération voulait le supprimer, il est très très fort. Et puis l'attachement au TPN, malheureusement, je pense que dans la population, il n'est pas si fort que ça, parce que les TPN ne sont pas vraiment reconnus comme le petit train rouge, éventuellement de notre enfance pour ceux qui ont mon âge, ou voire plus âgés. Et la participation, effectivement, au conseil d'administration de la région, pour moi, elle était très importante, dans le sens où on doit acquérir cet ADN aussi des TPN, puisque le nom va rester comme le nom va rester d'Union Saint-Cergue, pour que ça ne fasse qu'un, et qu'on ne parle pas seulement du côté émotionnel du train rouge avec les 6 communes qui sont desservies par la ligne, mais toutes les communes qui bénéficient des transports publics. Vous l'avez dit tout à l'heure, on pourrait avoir des appels d'offres, et c'est vrai que ça me ferait quand même un peu mal au cœur que ça soit Travis qui desserve la ville de Nyon ou la région de Nyon avec des bus à leur couleur. Mais je pense que, malheureusement pour moi, le grand public utiliserait toujours autant les bus, mais ça ne lui ferait pas grand-chose, finalement. Mais alors que le train rouge, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne pouvait pas trouver un nouveau nom pour le moment. Voilà, fort heureusement que les gens utiliseront toujours les bus et les moyens de transport public. Dans 10 ans, Claude Uldry, dans 20 ans, comment vous voyez le développement de cette compagnie unique et de ces lignes régionales ? Bon, alors le premier développement pour les bus, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais ça sera effectivement la décarbonatation. Ça, c'est clair que c'est un élément essentiel. Je pense que dans 10 ans, ça sera un projet qui sera abouti. Ça paraît long, 10 ans, bien entendu, mais ça fait 4-5 ans qu'on en parle. Maintenant, le projet a vraiment commencé. Je pense aussi que, je citais les 29 communes qui sont touchées par les bus. Ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'il y ait toutes les communes du district. Voilà un petit peu quel est pour moi l'enjeu. Et voilà, et pour vous, l'enjeu, Regula Zellweger, vous aurez le mot de la fin. 10 ans, M. Uldry vient de le dire, 10 ans sont longs, paraissent longs, mais sont extrêmement courts, surtout quand on parle de travaux de cette envergure-là. Je rêve ou non, je souhaite un Nyon Saint-Cergue, un train rouge, pas le petit train rouge, parce qu'il est devenu grand quand même depuis le temps, du train rouge qui fonctionne au quart d'heure, une cadence de quart d'heure sur toute la ligne, les gares qui correspondent aux normes qui nous sont imposées, et qu'on n'ait plus de ce genre d'événement comme il y a 10 jours en arrière, que le train roule. Et ben voilà, que le train roule, que les bus fonctionnent. Regula Zellweger, présidente des NSTCM, merci beaucoup d'être venue participer à cette émission. Claude Uldry, président des TPN, merci à vous également. Et puis effectivement, prochain point important pour cette compagnie, ce sera donc cette fusion qui devrait arriver au 1er janvier 2025. D'ici là, on aura le temps d'en reparler. Tout de suite dans FC Politique et un peu plus tard en votre compagnie. Voilà, quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et dès demain, vous retrouvez Andrea Braslepo et Alexandre Caporal pour Fais voir ta région. Allez, au revoir.